Bonjour Eric. Bonjour. Bon, voilà, moi je me promène beaucoup avec mon vélo parce que, bon, avant j'avais des difficultés à marcher, un accident de travail, et puis bon, voilà, ça me repose un petit peu parce que du matin au soir, quand même, je m'occupe euh, sur mon terrain. La retraite, c'est fait pour ça, pour s'occuper. Donc voilà, ben, je suis au maximum de cette façon. Mais bon, je le quitte. Je le quitte quand même, le vélo. Alors, qu'avez-vous fait dans votre parcours professionnel? Où avez-vous travaillé? Alors, j'ai commencé à travailler en France. J'étais agriculteur, entrepreneur agricole également, bon, pas une grosse entreprise. Et puis, au moment de renouveler le matériel, j'avais regardé du côté de la Guyane parce que j'avais entendu dire qu'ils recherchaient des personnes éventuelles pour reprendre des fermes. Bon, alors le contact avec la DAF avait permis à ce que je vienne voir. Et je suis revenu 2 ans après. Euh, bon, étonné quand même de voir comment étaient les fermes à l'époque, il y a pas loin de 40 ans maintenant, dans l'état où elles étaient. Et donc je me suis mis à faire ce que je savais faire également, l'entretien sur une scierie, en attendant de voir. Et puis le CIRAD a fait son développement sur les rizières à ce moment-là. Voilà, comme j'étais libre, je suis parti donc, sur Mana, donc à la Cossérogue. Elle était tenue par l'IRAT à l'époque, qui est devenu CIRAD par la suite. Voilà. Et j'ai fini ma carrière sur la ferme semencière. Et ça m'a permis de- d'apprendre autre chose. Je ne connaissais pas le paddy, parce que enfin le riz, parce que chez moi, dans le sud-ouest, ça n'existait pas. Ça. Il fallait aller à Camargue. Et bon, comme le Lot-et-Garonne, c'est un endroit protégé encore peut-être, mais isolé aussi. Et donc aller en Camargue, je ne l'avais pas fait non plus. Ça ne m'intéressait pas de savoir que le riz pouvait se cultiver. Bon, le parcours sur la rizière n'a pas été des plus mirobolants, puisque ça a fini en queue de poisson. L'Europe a mis des contingents sur les phytosanitaires qui n'étaient pas bons. Bon, j'en ai avalé un sacré paquet. Et maintenant, je suis convaincu quand même qu'on peut faire autrement. Et je m'emploie depuis pas mal de temps à faire sans produits phyto, quoi. 40 ans depuis que vous êtes installé ici? Oui, voilà, en 84. On y est presque. Expliquez-nous ce que vous avez vu, dans quel état était ce site il y a 40 ans en arrière. Ah ben, 40 ans en arrière, oui, Mana, c'était un petit village où tout le monde se connaissait. Bon, après, avec le développement des rizières, ça est arrivé énormément de personnes, hein, beaucoup de personnes ont gravité. Il y avait à peu près 150 personnes qui travaillaient sur les rizières. Et puis petit à petit, tout s'est délité et puis voilà, a disparu jusqu'à la fin. Lorsqu'il n'y a plus de phyto pour se protéger des insectes, puisqu'on matraquait à chaque fois qu'il y en avait des insectes, c'était en quantité, petit à petit, c'était de plus en plus. Et puis on avait fini par mettre la clé sous la porte, quoi, parce que plus personne n'arrivait à suivre, hein. Ici où nous sommes, c'est une propriété que vous avez achetée. Oui, elle appartient à mon fils qui, lui, travaillait à la poste déjà à l'époque et qui a construit sa maison. Enfin, je l'ai aidé à la construire à l'époque. Et bon, depuis, on est là sur cette ferme, sur cette zone agricole normalement. Voilà, ben, voilà, ça a été mis en valeur le mieux possible. Voilà. Qui représente quelle superficie? Alors, il y a 2 hectares. Tous les, au départ, c'était 2 hectares pour pouvoir développer de l'agriculture. Voilà. C'était la mairie qui avait mis ça en place. C'était une bonne chose. Bon, heureusement, il reste encore des îlots sans avoir déforesté qui disparaissent de plus en plus. Mais bon, euh, on peut pas tout avoir. Si on va faire de la culture, il faut également de la terre, quoi. Elle n'est pas toujours bonne, les terrains sont difficiles à pouvoir construire parce qu'il y a quand même énormément de zones humides. Donc voilà. Alors en faisant des drainages, on a réussi quand même à améliorer un petit peu, quoi. Sinon c'est difficile quand même de faire produire quelque chose ici.
Vous travaillez ici, vous y vivez toute l'année? Ah oui, oui, là, ça fait déjà 2 ans qu'on n'est pas parti parce que le Covid, la famille, bon, en France, évidemment, elle nous manque, comme tout le monde, hein, lorsqu'on est bloqué, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors évidemment, euh, bon, ça va être mon tour là. Tout a l'air d'aller mieux là-bas. Ici, bon, ça va pas trop mal aussi. Donc voilà, on va le faire un petit tour en France. Eric, vous avez souhaité développer ici l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous y êtes arrivé ou c'est en cours? C'est en cours. Bon, j'ai produit du maïs. Cette année, j'ai mis du paddy, puisque le riz, déjà, je connaissais. Donc euh, là, j'ai récolté, là, maintenant. Bon, j'ai commencé avec une poignée, là. Alors évidemment, maintenant, ça va venir, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter la ferme? On voit qu'il y a des animaux, des poules, des canards également. Il y a des pétades, non? Oui, Pas en ce moment? non, pas pour le moment, mais bon, elles sont dans le congélateur parce que lorsque le lot est arrivé, voilà, on l'arrête pour éviter que les animaux consomment tout le temps, comme on achète le produit. Voilà, quand la bête est arrivée prête à manger, voilà, on s'arrête là. Donc vous n'allez plus en grande surface. Oh, le moins possible, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque comme produit? Des produits manufacturés? Dentifrice, du savon, des choses comme Oui, ça? oui, bien sûr, là on continue toujours, hein, mais bon, c'est beaucoup moins, quoi. Bon, on a les œufs puisqu'on a des poules, voilà. On va se rapprocher si vous voulez bien. On peut aller. Je vais poser mon vélo. Voilà, tout à fait. Ben, je vais le poser quand même à l'ombre. Voilà, on va vous suivre. Vous allez nous faire visiter la ferme. Bon, on peut commencer par le poulailler que l'on que l'on déplace à mesure pour qu'elle soit toujours sur un coussin d'herbe. Il y a combien de poules, combien de coqs? Ben, là, il doit y avoir une vingtaine de poules. Et bon, il y a une vingtaine d'œufs tous les jours parce que bon, les plus vieilles là, elles sont amenées au bout d'un an à ne plus produire. Donc sur 10, il en reste 8. On a rentré les 10 qui ont remplacé, qui vont les remplacer. Donc on a 20 œufs, on en a un peu trop quand même. Là, c'est certain que voilà. Donc on tire ça avec la tondeuse ou le tracteur et puis on se déplace à mesure que l'herbe est coupée et consommée par les poules. D'accord, des poules que vous utilisez parfois pour votre consommation personnelle. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, en face, c'est plutôt une. Alors, il y a des tomates là que l'on voit. Il y a du maïs également un peu plus loin. Des tomates, bon, avec couverture, avec de la paille, avec de l'herbe broyée et puis ramassée. Zéro produit chimique, tout est bio. Alors, il faut savoir que les sols sont vraiment très pauvres. Ce qui fait que je ne mets pas d'engrais directement chimiques, dit chimiques, puisque quand même ce sont des produits qui viennent des minerais de phosphate et autres, mais je le mets avant. Lorsque tout pousse bien, c'est bon, j'aurais amendé mon sol, c'est pas un amendement, mais voilà, j'ai une terre qui est riche. Et ensuite, comme j'ai des moutons, comme j'ai des poules, je mets du fumier dessus quand il n'est pas fait. On doit en voir là, parce que celui-là, il y a 8 jours qu'il a été repiqué. Bon, voilà le fumier, il est dessus là, et quand on arrose, ça permet à ce que ça descende au sol et puis que ça nourrisse la plante sans engrais. Voilà. Et au niveau de l'arrosage, vous vous y prenez comment? Alors, bon, ben, normalement, je les,
je mets des asperceurs comme ça, là, qui consomment très peu. Là, j'ai fait un semis sous la paille, donc sitôt que ça va commencer à pousser, je vais écarter un petit peu la paille là où il y a le semis. Et puis, voilà, sur but, parce que tout à fait au début, c'était énormément humide, il ne faisait que pleuvoir, et ça protège les pieds qui peuvent continuer à se développer sans, Ah oui, sans pourrir. il est gros celui-ci. Voilà. Oui, parce qu'on les mange également quand ils sont comme ça, comme des courgettes, quoi. Magnifique. Ok. Et là, le sol est, comme c'était au bord là, il est plus sec, c'est sableux un peu. Et donc là, je suis obligé de rajouter un peu plus d'eau, parce que là, j'ai piqueté là, et quand j'ai fait le trou avant pour mettre les piquets, je me suis rendu compte que cette partie était très sèche. Donc il faut vraiment faire la différence. On le voit également avec le sorgho, qui est une sélection de 6... C'est pas du maïs. non, c'est du sorgho, de 6 variétés différentes qui viennent un peu de partout. On peut avoir ce genre de produit avec Cocopelli. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est une banque qui diffuse des graines qui sont toutes semables. Il n'y en a aucune qui soit hybride. Donc toutes les graines que l'on a là, on peut les ressemer après récolte, bien sûr. Et à la base, vous avez été formé dans le domaine de l'agriculture? Oui, bien sûr, j'étais agriculteur, et pour ça, il faut quand même, j'ai suivi le cursus agricole pour pouvoir, voilà, pratiquer. Même déjà à l'époque, je faisais comme ça, quoi. Très bien, on va continuer notre périple sur votre ferme. Vous avez donné un nom à la ferme ou pas? Un nom Non, non, c'est Kouachi. C'est Kouachi. Ok. Alors, où est-ce que vous allez nous emmener maintenant? Ben, là, j'ai des courgettes. Ah oui, c'était un peu plus loin. Oui, c'est une guerre plus loin, mais bon. Alors, on n'est pas les seuls à manger, hein, parce que là, les lézards, c'est-à-dire les iguanes, ils me broutent également, mais Se servent aussi? voilà. Alors, ça, ce sont des concombres, hein. Ce sont des concombres. Là, des courgettes. Mais bon, il y a des insectes qui me piquent les courgettes, et ce sont des vers qui se développent dedans. Alors évidemment, alors après ça pourrit lorsque... Il y en a des plus gros ici. Alors là, ce sont des melons de Cavaillon. On voit que ça commence à venir, il y en a 2 là. Il y a d'autres concombres là-bas. Et ici, à gauche ici, c'est du kiwano, c'est un concombre aussi. Ils appellent ça en Afrique un concombre piquant. Je pense que c'est quand même connu, hein. Le voilà. Ah oui, d'accord. On ne le voit pas au marché, ça. Ben oui, alors que ça pousse très bien, c'est excellent, ce n'est pas amer. Salade. C'est un concombre. D'accord. C'est un On peut concombre. utiliser dans les salades, je veux dire. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, mais moi je trouve que c'est très bon. Alors c'est rempli de graines, bien sûr, mais bon, il faut voir qu'on n'a pas besoin de traiter, qu'il sait se défendre tout seul. Il n'y a rien qui les attaque, quoi. Ok, super. Très bien. Et tout ce qu'on voit là, c'est vous le cultivez avant tout pour votre consommation, on le rappelle. Hein. Oui, oui, oui. Vous ne vendez pas au marché. Non, non, non. Il y en a suffisamment pour nous, largement, donc on en fait profiter un petit peu l'entourage, et puis voilà, quoi. Ok, d'accord. Bon, mais sinon, comme partout, on a un peu de tout, un peu de cacao, un peu de caféier, un peu de café, un avocatier. Et tout ça, c'est vous qui les avez plantés, ces Oui, plantes? oui, ça, oui, ils doivent avoir il doit avoir une dizaine d'années. L'avocatier, bon, là, ça y est, il a fait sa production. Et bon, il ne va pas tarder à refleurir, peut-être. Ouais, ce sont de beaux avocats qui, bon, ça y est, c'est la fin, on n'en voit plus beaucoup. Ouais, on en voit peut-être là-bas, oui. Et tout ça, donc, ce sont des arbres qui peuvent pousser facilement en Guyane, Oui. qui ne nécessitent pas beaucoup de soins Lorsque l'on a et construit d'entretien. oui, lorsqu'on a construit la maison,
On a remblayé un peu parce que là, ça partait de suite. Là, donc ça, c'est la terre qui a été rapportée. Et, et l'avocatier n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et il fait une racine pivotante qui descend profondément et que si elle se trouve dans l'eau, elle pourrit et puis l'arbre crève. Au bout de 4 ou 5 ans, votre avocatier, s'il est dans cette condition, il ne survit pas, quoi. On ne sait pas pourquoi, mais si, c'est simple comme tout. Il ne supporte pas l'humidité et il consomme énormément d'eau. Il y a de l'aloe vera également un peu plus loin là-bas? Non, c'est pas tout à fait ça. L'aloe vera? Ça y ressemble en tout cas. Ah, non? C'est pas de l'aloe vera ça? Non, 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 c'est le pitaya, le cœur de dragon. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Ah, il y en a qui est là. on voit pas souvent la plante, on voit pas souvent l'arbre qui produit le pitaya. C'est la première fois qu'on découvre cela. D'accord. Bah oui, il y en a déjà là. Ça ressemble un peu à l'aloe vera de loin. Ah oui, 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 c'est vrai. D'accord. Ok. Et là, en face, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est un arbre qui est bien connu en Guyane quand même, parce qu'il permet de traiter lorsque l'on a une foulure, on prend une feuille comme ça, et puis on se l'entoure autour de la cheville ou le genou, et puis le lendemain matin, quand même, il a bien fonctionné, quoi. Ça produit pas de fruits spécialement. Si, si, alors ça c'est très bon. Le fruit, quand il est mûr, on en sort, voilà, comme là. Alors, je le fais goûter, bon, je le fais goûter, là il est mûr, il est très bon à manger. Mais on dirait un fromage un fromage un peu aigre, voilà. C'est très bon pour la santé, pour traiter la prostate, voilà, ça permet de survivre aussi avec ça. On voit que vous avez des connaissances également dans le domaine des remèdes traditionnels dont on parle beaucoup aujourd'hui. À force d'évoluer dans la nature, vous avez été amené à vous y intéresser? Oui, j'ai beaucoup de manque sur ce point-là quand même, mais je m'y intéresse quand même, hein, ça c'est certain. Il y a parfois des moments où vous hésitez à aller à la pharmacie et où vous vous soignez à partir des plantes. Ça vous arrive? Oui, 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 avec plus ou moins de succès quelquefois, oui. Bon. Ok. Alors, donc là, on va se diriger, on continue à avancer et on se dirige où maintenant? Bon, on va vers la bergerie. Vers la bergerie et puis les canards et puis les poules créoles qui se débrouillent toutes seules. C'est magnifique, magnifique tout ça. C'est combien d'heures de travail par jour, Eric? Vous vous levez à quelle heure? Travaillez jusqu'à quelle heure le soir? Ah ben, c'est pas compliqué, au lever du jour, voilà, j'embraye et puis je me couche à la nuit. Voilà, quand les poules, parce que je les laisse sortir tous les soirs hein, de l'enclos et elles rentrent toutes seules après. Voilà les jeunes poules créoles qui sont là. Okay. Alors, elles sont sauvages comme il se doit. Hein. Oui. Elles sont toutes parties dès qu'on est arrivé. Là, on les voit de plus loin. Okay. Quelles sont leurs caractéristiques, leurs particularités farouches? Elles sont croisées avec des coqs de combat Hmong. Donc elles sont très, très vivaces. D'accord, ok. Alors là, c'est là où on trouve les canards. Oui, il y a des canards et puis d'autres poules qui pondent aussi. Poules créoles. Il y en a un certain nombre là de canards. Il y en a combien à peu près Oui, il y en a des jeunes qui seraient bons à manger bientôt. Il y a les parents, bien sûr. Okay. Je les empêche quand même de sortir dans la journée. Je ne les lâche le soir qu'une paire d'heures que je peux contrôler parce qu'autrement elles vont dans les récoltes et puis ce sont des dégâts? Ce sont elles qui mangent et pas moi. D'accord, ok. Ouais, donc ça nécessite toute une installation, toute une
toute une organisation. Hein. Un box pour les moutons. Je leur donne à manger des compléments tous les jours. Et puis voilà. Il y a combien de moutons? Bon, il y en a une douzaine. D'accord, on les voit là, un peu plus loin. Oui, mais ça méfie quand elles voient du monde qu'elles ne connaissent pas, c'est pas bon pour elles. Donc, ah, d'accord, on les voit en face, les moutons. Ouais. Très bien. Et ça vit combien de temps en moyenne, la durée de vie d'un mouton? Vous les gardez pendant combien de temps? ouais, ben, souvent jusqu'à la fin, hein, les reproducteurs, Ok. ça arrive que bon, ils disparaissent voilà, parce qu'ils sont trop vieux. Hein. D'accord, ok. Bon, D'accord. je cherche pas trop le rendement, hein, c'est pas. Oui, c'est pas votre objectif premier. Ah, c'est quand même, mais bon, quand on a un bon reproducteur, ici, ils peuvent avoir des infections, des trucs comme ça, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'ils vont mal, et puis que des fois, c'est trop tard. Ouais. D'accord. Oui, alors un autre aspect aussi, c'est l'aspect soin. Vous vous transformez également en vétérinaire parfois? Oui, oui, bien sûr. Et Non, quel, mais bon, quel type on d'opération? va quand même me voir chez le vétérinaire pour avoir des produits le moins possible quand même. On les traite tant qu'ils n'ont pas de ver macaque, par exemple, ça donne quand même des affections. Là, et à ce moment-là, on traite dans ces périodes-là, quoi. Sinon, vous recevez la visite régulièrement de professionnels de santé type vétérinaire ici dans la ferme? Non, non, je me rends chez le vétérinaire et puis je lui demande par rapport aux besoins que j'ai. Voilà, on peut faire les piqûres nous-mêmes, c'est pas. Pas très compliqué. Non. Ok. On a presque fini notre petit tour. Alors là, ce sont encore des canards. Pourquoi ils ont été pourquoi les avoir séparés, ceux-là? Alors, ce sont des jeunes que l'on sépare des anciens là parce que quelquefois ils les malmènent trop et il y en a qui se font tuer comme ça avec. Mais bon, là il y a les jeunes, il y a des jeunes. Alors l'autre problème, ce sont les rapaces qui viennent m'en prendre. Ils prennent leur quote-part. Quel genre de rapace? Ouais, on a des faucons, là, Ah oui. des éperviers, D'accord, ok. Qui viennent jusqu'ici se nourrir. oui, il y en a quelquefois 3 ou 4 d'un coup là, et alors bon, je m'approche un petit peu pour les faire partir parce que sinon, à la première occasion, ben, j'avais des canards comme ça là, j'en avais 7 et 4, 11, et il m'en reste 6. Voilà, les autres ont disparu. Ils ont. Alors peut-être. Voilà, peut-être que. Voilà, il restait des plumes là. Là, il y a eu un mauvais coup pour un jeune canard là. D'accord. Donc vous en avez qui disparaissent Ouais. si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas présent. Ouais, je pense que les piens la nuit aussi en prennent. Il n'y a pas cette saison-là, mais la fois d'avant, j'avais une trentaine de jeunes poulets créoles. Et j'ai électrifié depuis le parc. Il y a un pian qui est rentré qui m'en a tué 17. Alors ils étaient éparpillés partout, je suis fait la tête. 17. Ouais. Alors j'ai électrifié là. La clôture électrique. Il ne leur a pas laissé beaucoup de chance. Hein. Ah non, oui, non, mais c'est la folie de ces bêtes qui ne fait pas que prélever, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce lac? Des poissons? Ah oui, il y a de tout là, puisque bon, ça arrive d'un peu plus loin là, et puis ça continue. C'est ma petite réserve d'eau qui baisse lorsqu'il y a beaucoup de sécheresse. Hein. Là, cette année, c'est pas le cas. D'accord. Et vous ne faites pas de la pisciculture? Non. Okay. Ça serait trop compliqué. Non, il faut que je me limite quand même un maximum, hein, parce qu'autrement. Et c'est toute une vie, Eric, cette ferme, compte tenu de tout ce que vous nous avez fait visiter, vous n'avez pas de temps pour faire autre chose, on imagine. Ça vous occupe en permanence. Oui, je ne sors pas beaucoup d'ici. Bon, j'aime bien faire la mécanique, donc j'élabore des outils, voilà,
J'aime bien récupérer par exemple un tracteur qui a été abandonné, complètement disloqué, et le remonter. Bon, quelquefois j'ai des surprises, ça coûte un peu plus cher, mais le côté économie d'énergie, là, ça reste sur place, là, et puis je me débrouille avec pour le remettre en place. Ça, je sais faire, donc bon, ben, je fais quoi. Et puis j'y prends plaisir aussi. Donc avec tout ça, je suis full, voilà. Vous pensez que c'est à la portée de tout le monde, de tous les Guyanais, une telle ferme? Oh, oui, de ce que je fais là en agriculture, bien sûr, hein, voilà, il y a des petites méthodes à appliquer, des rigueurs, bien sûr, et puis, euh, mais je sais que, bon, en Guyane, il y en a beaucoup qui font des cultures qui sont très performantes, peut-être plus performantes que moi encore, hein. Vous, en gros, c'est un abatis, mais puissance XL. Ben, je ne sais pas. Moi, c'est un mélange de l'ancienne culture avec ce qu'on fait maintenant en bio. Alors, on a quand même des produits phyto maintenant en bio pour lutter contre les chenilles qui ravagent les plantes. Ce sont des champignons. On traite avec le mycélium de champignons qui va détruire les, les, lorsque les chenilles, lorsque les chenilles naissent, à ce moment-là, elles sont détruites par ce mycélium qui, voilà, ça évite de traiter. Alors on peut manger un jour après le traitement, ou jusqu'à 3 jours si on veut prendre un maximum de précautions. Et puis c'est tout. C'est pas un produit phyto agressif, autorisé en agriculture biologique. Et bon, tout le monde sait qu'on peut avoir ça, quoi, hein, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre l'autosuffisance totale? Bah, encore des céréales, parce que bon, pour nourrir tous mes animaux, là, bon, j'ai fait du maïs, bon, ça avait quand même bien réussi, mais bon, après, ça prend beaucoup de temps, parce que comme on ne traite pas au sol, moi, vous pouvez voir, il n'y a pas de traces d'herbicide quelconque, Roundup, enfin, paracétamol, tout ça, là, il n'y en a pas. Et euh, non, paraquat, hein, je disais. Paracétamol, c'est pas la même chose. Et donc, aucun produit phyto sur le terrain, tout simplement. Alors, bon, bien sûr, la tondeuse, tout ça, là, ça marche à plein, quoi. Et sur la facture, une question qui intéresse nos internautes et nos auditeurs, c'est de savoir combien vous arrivez à économiser par mois sur les dépenses qu'une famille normale effectue pour se nourrir par mois. Si tant est que vous puissiez avoir une idée. Je pense que je ne suis pas gagnant, hein. Ah. Bon, je pense que je ne suis pas gagnant. Tant que je n'aurai pas l'autosuffisance avec les céréales, j'achète beaucoup de grains et ça coûte très cher. Donc voilà. Donc on peut continuer à se nourrir dans les grandes surfaces alors. Encore, oui, ils ont encore de beaux jours, mais C'est peut-être pas la même qualité non plus. ah non, non, là je ne peux plus avaler un morceau de viande qui ne vient pas d'une culture normale, quoi. Tout ce qui est élevé, poussé dans un poulet qui vient en 30 jours ou 30 ou 40 jours, nous il nous faut 5-6 mois, quoi. Donc bon, sous la dent, on sent qu'on mange un morceau de poulet, il est un peu plus ferme. Tout le monde n'aimera pas ça, hein. Mais bon, au point de vue goût, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Surtout que de ma génération, j'ai toujours vécu avec ce genre de produits à la ferme, donc difficile de passer outre. Derrière tout ça, est-ce qu'il y a une philosophie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime? On parle de plus en plus d'écologie, on parle du développement raisonné, l'agriculture également raisonnée. Qu'est-ce qui motive au fait ces choix et ces façons de posséder? Ben, c'est la raison justement, parce que
pendant toute la période où j'étais sur la zone risicole et avec tous les produits phyto qu'on a employés, je me disais quand même que c'était exagéré. Et, euh, comme après, je suis livré à moi-même, je ne suis plus dépendant de ces produits non plus, je me fais un point d'honneur à éviter de peut-être passer l'arme à gauche parce que j'aurais continué à traiter avec des produits, avec des poisons, quoi, et en déséquilibrant toute la nature, tout, alors que là, ça pousse, au bout d'un moment, ça pousse tout seul. Mais il faut un certain temps quand même pour... Enfin, ça peut être assez rapide parce qu'il faut d'abord enrichir le sol avant de commencer à faire une culture. Parce que si vous voulez faire même du bio sur un sol qui est pauvre, vous allez mettre 5 ou 6 ans avant que ça commence à pousser. Et puis, alors que là, d'une année sur l'autre, on peut avoir un produit comme un sorgho, comme ça, simplement en ayant, avant le semis, bon, il y avait une prairie, je l'ai démolie, j'ai mis de l'engrais, mais alors pas n'importe lequel, des engrais qui sont faits pour les vergers, c'est-à-dire avec oligoéléments, parce que si on ne met qu'une partie des engrais, azote, phosphate, potasse, sans oligoéléments, on a déjà un déséquilibre. Donc il faut que c'est un engrais que l'on achète qui est plus cher, mais bon, on en met peut-être un peu moins, et puis votre récolte derrière, elle a tous les ingrédients pour amener une plante en forme, parce que si vous êtes anémié, vous allez attraper plusieurs maladies, et alors c'est la même chose quoi, pour les plantes. Les pauvres plantes, quand elles sont déséquilibrées, elles ont de la jaunisse ou elles ont trop d'azote. Bon, donc il y a très peu d'azote sur ces engrais-là pour les vergers, avec oligo-éléments. Voilà. Le fait d'avoir une alimentation entre guillemets plus saine, est-ce que vous tombez moins souvent malade? Moi, je me suis vacciné parce que j'ai dit, avec mon âge, on m'a averti. On peut vous demander votre âge? Je les ai crus. Comme moi, avant, j'employais des produits phyto, un peu plus, un peu moins. On peut y aller. Alors, de toute façon, si on achète des produits autres que ce que l'on produit, nous, on n'avale pas de produits phyto. Sinon, lorsque l'on mange, on avale également les produits phyto. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. On peut vous demander votre âge, Eric? Oui, bon, 75 ans là maintenant. Voilà. Okay. Et malgré cet âge, toujours aussi actif, en vous réveillant tôt le matin, passant vos journées auprès de vos bêtes dans votre ferme? Oui, oui, voilà, voilà. Entre quand il fait trop chaud, à mécaniser, à l'abri du soleil un peu, mais même en plein soleil, même à l'après-midi, ça ne me gêne pas d'aller racler un peu l'herbe là pour qu'elle disparaisse plus vite et plus facilement. Vous avez toujours de quoi vous occuper? Oui, oui, oui. Je ne peux pas rester 5 minutes dans un fauteuil. C'est pas bon pour la santé de rester sans rien faire. Il faut rester musclé et puis voilà, se ramollir, c'est de rien faire. Voilà, c'est ça le truc. Donc, ici, Eric, ce sont des pamplemousses. Hein. On voit qu'il y en a quand même un certain nombre là. Ah oui, là, il n'est pas trop chargé, mais c'est arrivé qu'il était de 2 ou 3 fois plus chargé que ça. Hein. C'est sucré ou c'est acide? Il est sucré, très bon. D'accord. Okay. Okay. Alors bon, on voit, il est paillé, j'ai mis du fumier de mouton par endroit, et puis là il va falloir que je commence à arroser, parce que comme il porte des fruits et que bon, la saison des pluies c'est fini, et puis comme il consomme beaucoup d'eau, il va commencer à en manquer, quoi. Donc j'ai ma réserve d'eau là, voilà. Le galanga, c'est un produit pour faire une haie, hein. C'est pas compliqué, il faut voir un petit peu comment ça fournit, quoi. Et puis ça se contente de peu. Hein. Là, c'est sableux un peu et ça pousse tout le temps. Voilà. Et ça se trouve facilement en Guyane? Ah oui, on en trouve un peu partout. Hein. Et puis bon, moi j'en ai plein. Hein. Alors là, on peut en avoir tant qu'on veut. Hein. Et cela vous intéresserait d'accueillir des écoliers ici pour les faire visiter votre ferme, comme ça se fait un peu ailleurs? Oui, bien sûr, mais bon, elle n'est pas trop entretenue, donc c'est un peu bon. Les conditions sont pas forcément optimales. C'est un peu trop écolo, on va dire. Voilà. Il faudrait que je m'acharne un peu plus à faire mieux, voilà.
Ok, il y a même de la canne à sucre, hein, Oui, il y a un des orangers également oui, ici, oui, là, des des oranges. citronniers. Ouais, ça c'est le Qu'est-ce sucre. qui vous manque dans la ferme? Il y a quasiment il y a un peu de tout là. Vous avez quasiment fait le tour. Oui, 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 bien sûr. Oui. Là, il n'y a plus grand-chose de plus à voir, hein. Ok. Bon, il y a le manguier là. Euh, il C'est a, quel type de manguier? ouais, elles ont des fils parce que c'est un noyau d'un manguier qui n'avait pas de fil. Mais il a 12 ans. Ah oui, il est grand pour 12 ans. Oui, il se porte bien. Ouais. Là, ce sont les tas du fumier que j'ai sortis de la bergerie, qui sont à l'ombre là. Et comme il ne pleut pas, bon, je vais devoir arroser parce que bon, il a commencé à fleurir. Et de l'autre côté là-bas, parce que là, c'est par moitié. Je mets du fumier et de l'engrais par moitié. Donc un engrais pour verger avec peu d'azote et oligoléma. Et donc sur une moitié, donc il se met à fleurir sur ce côté. Et quand il a fini là, je reproduis la même chose de l'autre côté. Et c'est l'autre partie du manguier qui se met à fleurir. Mais il faut arroser également. Ok. Bon, il y a des saisons où on n'a pas besoin, hein, c'est certain. Hein. Oui, parce qu'en Guyane, on a la saison des pluies déjà qui est assez intense. Et vous faites également de la mécanique, hein, La mécanique, c'est une deuxième passion, c'est ça? ben, là, j'avais récupéré un Tracteur. tractopelle qui était à la commune. J'avais eu besoin de vérin pour remplacer un vérin sur l'autre qui fonctionne là-bas. Et je pensais le remonter et puis le moteur il avait trop été abandonné. J'ai pas pu le récupérer. Donc là, il faudrait que je sais pas quoi en faire maintenant. Voilà. Enfin, Vous faites votre mécanique vous-même, oui, voilà, ouais. votre entretien, jusqu'où ça peut aller. Vous changez également des pièces sur le véhicule si vous avez une pièce défectueuse. Oui, j'ai un tour là-bas. J'ai un tour à métaux. Et puis là, je suis obligé de refaire le moteur parce que ce moteur avait chauffé. Et j'ai changé 2 fois le joint de culasse et puis je me suis rendu compte que c'était le bloc qui avait besoin d'être surfacé. Alors je viens de le mettre en caisse. Et puis même la culasse, je vais faire rectifier voilà, pour le remonter. Donc le moteur est complètement démonté. Bien sûr, il faut le vider complètement pour cette opération. Et bon, je sais faire. Voilà. Donc les voitures n'ont aucun secret pour vous. Oui, enfin, la nouvelle génération avec l'électronique, c'est un autre problème pour moi. Hein. Ça, c'est vraiment... Non, là, j'y touche plus. Merci beaucoup Eric de nous avoir fait visiter cette ferme magnifique, de voir tous ces canards, ces chèvres un peu plus loin, les poules créoles, les coqs et les plantes également, l'avocatier. On voit qu'il y a d'autres plantes encore, hein. Il y a des manguiers, il y a des citronniers. Vous vous attelez à avoir une représentation la plus diversifiée et la plus large possible des plantes. Il y a des noix de coco également, des cocotiers. Oui, 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 on a des cocotiers, bon, avec de reste. J'ai fait des haies avec du galanga pour, pour, euh, pour scinder un petit peu. Le galanga, bon, c'est un rhizome comestible, bien sûr. Ok. Et plutôt que de mettre autre chose qui ne servirait à rien, voilà, je fais une haie avec du galanga, par exemple. Vraiment, merci d'avoir accueilli Mayuri Campus ici à Manars, dans cette ferme. Bonne continuation et puis longue vie à vous, Eric. À bientôt. Ben, je vous remercie. Bon, j'espère que il y aura un peu à en retirer quelque chose. Et puis bon, et puis c'est un avis comme un autre. Hein, voilà. Merci pour votre témoignage.